Bonjour Leïla. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, des personnes qui cherchent leur voie. Et pour commencer à retracer ton parcours, est-ce que tu pourrais d'abord nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Alors moi, je suis née en France. Je suis née dans le Poitou, dans la Vienne, voilà, la Vienne numéro 86, à côté du Futuroscope, hein, pour resituer un petit peu. Et donc, je suis vraiment née simplement là-bas et j'ai vécu surtout en Touraine dans un premier temps. Et après, j'ai énormément bougé par rapport à ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Voilà. On va y revenir. Voilà, donc là là maintenant j'ai 55 ans aujourd'hui, voilà, et avec tout un parcours. Et je suis maintenant, je vis avec mes deux enfants, voilà, mes deux grands-enfants. Voilà. T'es dans quelle région? Là, je suis en Haute-Savoie, donc je suis dans un petit village qui s'appelle Le Liot, qui est juste à Mhm. côté de Thonon-les-Bains, donc une véritable chance d'être dans cette région et de vivre à côté du lac Léman. Entre lac et montagne. Voilà. Et pour revenir un petit peu en arrière, quels étaient tes rêves de métier quand tu étais enfant? Alors, quand j'étais jeune, il y a deux choses qui m'animaient. C'était les animaux. Voilà, je voulais être vétérinaire. Voilà, ça c'était ce qui m'animait le plus. Et puis toute la partie artistique aussi. Donc le chant, voilà, qui faisait partie presque de ma respiration. Donc, qui était quelque chose. Alors, je voulais pas forcément faire chanteuse professionnelle ou autre. C'était pas forcément le but. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, je suis partie plus dans l'accompagnement humain. Et voilà. Donc ça a été. Donc, entre vétérinaire et l'art, rien ne te prédestinait au métier que tu as fait après, a priori. Voilà, c'est ça, exactement. Mhm. C'est venu en complément, mais Mhm. ça n'a pas été forcément le métier, voilà, de base. Ok. Et donc, comment se sont passés tes choix d'orientation au niveau du collège, du lycée? Quels ont été tes Alors, choix et par qui ou par quoi ont-ils été influencés? alors, j'aimais beaucoup le secrétariat à l'époque parce que voilà, on n'avait pas forcément toutes les filières. L'artistique, c'était à côté. Voilà, on n'avait pas forcément d'école à cette époque-là, on n'avait pas tout ça. Donc, et j'aimais beaucoup le secrétariat. Et donc, je suis partie dans une école pour travailler dans son secrétariat de direction. Enfin, voilà. Donc, ensuite, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses au niveau de la structure d'une société. Enfin, voilà, on avait toute cette partie-là. Donc, Mhm. pour moi, ça a été des années d'études qui étaient vraiment très intéressantes. Et puis, quand je suis sortie du secrétariat, j'ai aussi rejoint une formation en candidat libre pendant 3 ans de formation en relations humaines à l'Université de Tours. Et donc ça a été le début de mon intéressement au développement personnel. Voilà, donc j'étais quand même très attirée déjà par ce genre de formation, voilà, je savais pas trop forcément ce que j'allais en faire. Et puis à côté de ça, j'avais toujours le chant qui chantait de temps en temps. Et voilà, j'avais la possibilité de faire quelques prestations. Et ce qui fait que bon, j'ai cheminé comme ça entre le développement personnel, le secrétariat de direction que j'ai pu exercer après en maison de retraite médicalisée. Mhm. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de parallèles. Mais pour l'instant, il y avait, voilà, c'était simplement une curiosité. Et combien de temps tu es resté dans le secrétariat? Quels ont été ensuite les postes, disons, que tu as occupés? Alors, j'ai d'abord été dans un Novotel Tours. Donc, à l'époque, je suis arrivée avec les ordinateurs parce que c'était tout nouveau. Mhm. Voilà, donc j'ai travaillé là-bas et ça s'est très bien passé. Après, mon conjoint a bougé. On est parti sur Poitiers. Donc, on est revenu sur la région de base. Et donc, enfin, avant, on a d'abord été dans les Yvelines. Et dans les Yvelines, là, j'ai trouvé un poste d'une maison de retraite médicalisée qui s'ouvrait. Donc, j'étais Mhm. toute seule avec la directrice, donc avec le petit ordinateur. On était avec les bottes de chantier. On a tout construit par rapport à ce projet-là. Ce qui m'a permis de faire le secrétariat de direction et puis de tout installer, de tout mettre en place. Alors, il y avait énormément de travail parce que c'était vraiment une création. Mhm. Et puis, à côté de ça, j'avais la possibilité, il n'y avait pas de budget pour l'animation. Et j'avais déjà fait ce diplôme en formation de relations humaines et d'animation des groupes à l'Université de Tours. Et ce qui m'a permis de faire de l'animation en parallèle du secrétariat de direction avec les personnes âgées qui étaient là. Et dont les personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire des ateliers chant que j'ai complètement créé moi-même et que j'ai improvisé. Et voilà, donc j'ai commencé à faire non seulement de secrétariat, mais en plus l'animation avec les personnes sur ce lieu-là. Et à quel moment, si on retrace donc, entre cette période-là et
le poste d'éducatrice spécialisée. Quels ont été brièvement les différents postes que tu as occupés? Alors là, bah, j'étais dans le secrétariat de direction, enfin dans l'accueil aussi. Enfin, il y a eu toutes ces paramètres-là. Et puis après, bah, j'ai fait mes ateliers d'animation Mhm. que j'ai créés moi-même. Et puis là, je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y avait, voilà, entre ma formation de développement personnel et puis toute ma créativité, je me suis dit, et je voyais qu'au niveau humain, il y avait quelque chose qui se jouait, que Mhm. ça apaisait vraiment les personnes. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'étais vraiment attirée par une autre formation que je savais pas forcément quoi. Et ce qui m'a permis bah, voilà, de rechercher des formations qui étaient en lien avec ce projet-là. Donc, je suis toujours partie de moi par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que je voulais faire. Et bon, il n'existait pas grand-chose à cette époque. Et donc après, alors enfin mon ex-conjoint maintenant était pompier, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup bougé. Et donc j'ai dû partir donc des Yvelines et je suis revenue sur la région de Poitiers. Et là, j'ai trouvé la formation d'éducateur spécialisé qui me paraissait intéressant parce que autant les personnes atteintes d'Alzheimer étaient dans le cadre du handicap aussi. Donc voilà, genre j'avais voilà, une espèce d'attirance comme ça par rapport au handicap qui faisait que oui, je pouvais apporter toutes mes compétences, enfin, tout ce qui était déjà dans le domaine de l'écriture, dans le domaine du Mhm. secrétariat, mais aussi de tout ce qui est artistique. Voilà. Donc, quand arrivée sur Poitiers, j'ai passé le concours, parce que c'était un concours à l'époque, et j'ai repassé le concours. Donc, à l'âge de 29 ans, j'ai refait une reconversion par rapport à ça. Et donc, j'ai réussi le concours et je suis rentrée pour 3 ans d'études en tant qu'éducatrice spécialisée. Voilà. Donc, il y a un concours passé. Et Voilà. ensuite, Et ensuite, il y a eu 3 ans d'études. Donc là, j'ai fait ça à temps plein. Voilà, je me suis complètement consacrée à ce projet-là. Et donc, dans ce cadre-là, donc, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le chant, une technique éducative à part entière. Donc, c'est-à-dire que je me suis servie de cette médiation-là. Je suis partie de mes expériences pour attester que le chant était une technique éducative à part entière dans le cadre du handicap, entre autres. Voilà. et ensuite, dans quelle structure est-ce que tu as travaillé? Ou plutôt dans quel type de structure est-ce qu'on travaille en tant qu'éducateur spécialisé? Alors, il y a plusieurs structures possibles. Il y a le domaine du handicap où moi j'ai essentiellement été. Mhm. Sinon, il y a le domaine de l'aide sociale à l'enfance, hein, tout ce qui correspond au placement des enfants et voilà, aux familles d'accueil, enfin voilà, tous ces accompagnements-là. Il va y avoir aussi tout ce qui relève du judiciaire, hein, la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, on a vraiment tout un panel, en fin de compte, c'est un métier qui permet d'avoir énormément de lieux où on peut travailler. Moi, enfin, aujourd'hui, si je pouvais donner un conseil par rapport à ça, c'est bien se connaître, savoir avec quel public on est le mieux pour aller dans le milieu qui nous correspond. Mhm. Moi, je sais que le public, par exemple, de la délinquance, voilà, tout ce qui est les instituts de rééducation, tout ça, que les enfants ont des problématiques assez lourdes au niveau carence éducative, ce n'est pas forcément ce qui me correspond moi. Par contre, dans le handicap, oui, c'est ce qui m'a animé et c'est ce qui m'a animé pendant longtemps. Voilà. Quand tu dis dans le handicap, c'était quel type de handicap et puis quel type d'handicap et quel âge? Est-ce que c'est des adultes? Enfin, du coup, tu disais oui, certainement des adultes puisque c'était pas forcément. Alors, j'ai travaillé à plusieurs endroits. J'ai travaillé beaucoup avec les enfants aussi. Donc, Mhm. j'ai travaillé avec des enfants polyhandicapés, lourdement handicapés. J'ai travaillé aussi avec des enfants dans des IME, donc les instituts médico-éducatifs, donc avec les déficiences. À l'époque, il y avait beaucoup d'enfants trisomiques, par exemple, voilà, des déficiences d'autres pathologies. Après, j'ai travaillé aussi avec des adultes qui étaient bipolaires, schizophrènes, enfin voilà, qui avaient des problématiques un peu plus lourdes. Après, j'ai retravaillé aussi alors beaucoup là ces derniers temps avec des enfants, des adolescents autistes dans le cadre du domicile, parce que j'ai travaillé aussi en institution, mais aussi à domicile, ce qui m'a permis vraiment d'étendre. Alors ça s'est fait sur un quart de siècle, hein, sur 25 ans. Voilà. Je ne peux pas tout détailler là, mais voilà, c'était vraiment très, très riche en expérience et j'ai pu travailler dans différents domaines. Et ce qui est aussi très important par rapport à notre évolution professionnelle et comment on se forge et comment on apprend à se connaître aussi à travers ce métier. Qu'est-ce qui faisait sens pour toi dans ce métier? Alors, le sens premier, c'est l'humain. Mhm. C'est l'humain, c'est redonner aussi la place.
au potentiel. C'est-à-dire, même si un enfant est polyhandicapé, on arrive quand même à faire des choses. On arrive quand même à lui redonner un petit peu ouais, du bonheur, à remettre quelque chose, à structurer. Alors moi, dans le cadre en plus artistique et mes ateliers chant, j'ai vécu des choses extraordinaires avec des enfants polyhandicapés. On a fait des spectacles aussi à des jeunes femmes déficientes visuelles. Donc on a fait voilà, énormément de spectacles qui vont chercher les potentiels de chacun, malgré le handicap, malgré tout ça, qui recréent du lien entre les enfants, les adultes avec leur propre famille, qui changent les représentations sociales sur le handicap. Voilà, donc ça, pour moi, c'était une médiation qui valait tous les discours du monde, dans le sens où bah, c'est en faisant et en montrant ce qu'ils pouvaient faire et ouais, que beaucoup de choses bougent et qu'on fait bouger les lignes par rapport à ça. Donc ça a été très, très riche. Donc le chant m'a toujours suivi aussi par rapport à ce parcours-là. Je me suis servi des ateliers créatifs aussi. J'ai fait beaucoup d'ateliers créatifs avec les enfants déficients. Donc ils faisaient leur production, mais pas forcément pour faire quelque chose de beau, mais par rapport à quelque chose qui leur ressemblait eux-mêmes. Et on exposait bah, après aux portes ouvertes, on exposait voilà, quand les familles venaient. Et donc, ce n'était pas la vitrine de l'institution du tout, parce que je ne voulais pas ça, mais que ce soit vraiment leur propre création et que ça leur permettait bah, d'avoir confiance en eux, d'avoir des projets d'insertion professionnelle pour certains qui étaient beaucoup plus aisés, Mhm. et parce qu'on leur faisait confiance aussi, tout simplement. Donc voilà. Donc ça a été Et très, très riche de ce côté-là. super. Et est-ce que tu as des anecdotes justement par rapport à tout ça, des moments qui t'ont marqué, des personnes qui t'ont marqué? Oui, 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 j'en ai beaucoup. Alors là, va falloir que je trie. Je vais prendre le cas d'une jeune fille que j'ai connue donc en institution, qui s'appelle Elodie, qui était donc trisomique, hein, trisomie 21, qui avait beaucoup de problèmes, de difficultés de langage. Et là, on remonte dans les années 2000. Et donc, c'était la sortie du premier album de Lara Fabian. Elle était red dingue de Lara Fabian. Et elle voulait absolument chanter la chanson Tout est fini entre nous. Voilà. Le seul souci, c'est que le son ou ne passait pas. Donc, ça faisait tout est fini entre nous. Voilà. Donc, elle n'arrivait pas à. Et le fait de vouloir vraiment chanter ce qu'elle voulait chanter avec moi, parce qu'elle avait vu, j'ai fait un atelier. Mhm. Donc, alors, on a fait un partenariat avec. Alors, moi, je lui dis OK, tu veux chanter, mais il faut quand même aussi travailler. Il faut faire un petit peu d'effort, parce qu'elle n'avait pas forcément envie de faire d'effort. Elle voulait juste chanter un peu comme ça, sans chercher la perfection. Ce n'était pas le but du tout, mais de la remettre un petit peu aussi, elle, dans ses potentiels et d'aller chercher ce qu'elle pouvait évoluer. Bon, avec l'orthophoniste, qui la faisait travailler sur le son ou depuis plusieurs années et qui n'arrivait pas à sortir, au bout de 2, 3 séances, elle a réussi à sortir le son ou parce qu'elle avait une telle motivation pour la chanson qu'elle a réussi. Et donc, l'orthophoniste a pris la chanson en support. Et voilà, on a travaillé ensemble, chacune dans notre partie, moi en faisant mes ateliers. Et après, l'orthophoniste a repris les sons. Et là, ça a été assez phénoménal, quoi. Donc voilà, ça fait partie des petites anecdotes qu'il faut qu'à un moment donné, on toujours laisser cette part. Alors, c'est pas la part d'ombre, c'est la part justement de lumière de l'autre, en disant, même si on pense que voilà, c'est pas possible, si la personne a une motivation vraiment à l'intérieur et que même dans le cadre du handicap, alors pas bien sûr surtout le handicap, il ne faut pas non plus faire croire tout et n'importe quoi, mais là, elle avait une telle motivation qu'elle a réussi, elle s'est donné, elle avait un sens en fin de compte, elle a trouvé une motivation pour pouvoir travailler sur ce son et on a pu chanter la chanson après en Waouh. spectacle, c'était top. Voilà, ça fait partie d'une des anecdotes qui m'a marquée. Hmm. Génial. Voilà. Et à l'inverse, quelles étaient plutôt les difficultés de ce métier que tu pouvais rencontrer au quotidien ou de façon globale? Alors les difficultés, je ne les ai pas trop trouvées les premières années. Là, je vais plus parler des dernières années que j'ai vécues là. Parce qu'on arrive, alors là, je parle vraiment avec mon ressenti, avec voilà, ma vision des choses. J'ai travaillé à domicile et je voyais une détresse sociale. C'est-à-dire que j'ai été face non seulement au handicap, mais aussi aux détresses de mamans seules qui ont dû arrêter de travailler, pour qui il n'y avait pas forcément de place en institution pour leurs enfants. Et ça devient très, très compliqué. Donc là, humainement, ouais, c'était assez violent parce que bah, le système ne suit pas, parce qu'il voilà, y a pas forcément de réponse. Et là, on se retrouve avec des problématiques qui sont voilà, la conséquence d'un système qui dysfonctionne et qui fait qu'à un moment donné, bah, ça devient presque déshumanisé, quoi. Donc là, ça devenait, on sort de nos missions, on sort de quelque chose
qui est de l'ordre toujours de l'humain, mais qui est très dur. Enfin, pour moi, qui a été assez difficile, parce qu'on fait ce qu'on peut en tant qu'éducateur. Voilà, on intervient auprès de l'enfant, auprès de la famille aussi, hein, parce que c'est les deux vont ensemble, surtout à domicile. Mais à un moment donné, quand on nous dit ouais, qu'il n'y a pas de financement, qu'il n'y a pas de réponse et qu'on demande aux mamans seules de rester chez elles pour élever leurs enfants, qui peuvent être violents dans certains cas, dans le cadre de l'autisme et tout ça. Donc, ça crée des situations humaines voilà, et sociales qui sont très, très compliquées. Voilà. Tu t'es Donc, sentie- Comment tu t'es sentie? Comment tu bien t'es se sentie protéger. par rapport à ça? Ah, pardon. Moi, par contre, là, ça m'a un peu déstabilisée parce qu'au bout d'un moment, alors même si j'ai bien conscience qu'il y a un système économique, voilà, que voilà, il y a des choses à respecter, Mm. que voilà, j'ai suffisamment d'expérience par rapport à ça. Mhm. À un moment donné, nous, on n'est pas des sauveurs non plus, hein, les éducateurs font ce qu'ils peuvent, mais on essaie de rester dans nos missions, on essaie de rester, mais quand on est face à des personnes en grande détresse et qui nous disent bah, que de toute façon, elles vont peut-être s'arrêter là, hein, qu'elles vont peut-être aller se jeter dans le lac avec leurs enfants. À un moment donné, nous, on fait alerte rouge, voilà, on appelle les partenaires, on fait tout ce qu'il faut. Et puis là, il n'y a pas forcément de réponse. Donc là, pour moi, ça a été quelque chose d'assez violent. Ouais, ouais, ça a été humainement assez difficile, quoi, parce que on a l'impression qu'on est face à un mur et que moi, je n'avais pas forcément toutes les solutions non plus. Et on a beau chercher des solutions autour, on voit que ça ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de moyens, tout simplement, quoi. Donc, on est face à quelque chose ouais, de très compliqué. Donc là, il faut savoir, moi, je l'ai vécu après plusieurs années d'expérience, donc j'ai pu me protéger par rapport à ça. Mais j'ai beaucoup de collègues qui sont jeunes, qui sont arrivés jeunes et qui sont restés et qui sont partis du métier. Donc voilà, parce que justement, on est face à des choses qui ne relèvent pas de nos missions et qui relèvent de politique sociale ou autre et de difficultés bah, comme tout le monde connaît un peu aujourd'hui, hein. Donc là, c'est une autre dimension et là, il faut savoir se protéger par rapport à ça. Voilà. Donc moi, beaucoup de collègues jeunes sont partis et même moi, là, ça m'a atteint et après, moi, je partais sur autre chose. Mais j'avoue qu'humainement, ça a été quand même assez compliqué parce que après, ben, on ne peut pas faire grand-chose, les familles ne sont pas bien, on ne voit pas le bout du tunnel, quoi. Donc voilà. Mm. Waouh. Ouais, c'est pas la première fois que j'entends ça, notamment aussi les assistantes sociales disent la même chose, faute de moyens, le métier perd du sens. Ouais, c'est ça. Et On donc, perd, et alors, pardon, oui, il y a la perte de sens par rapport à soi. mm, Enfin, il y a la perte de sens par rapport au système, puis après, bah, il y a la perte de sens par rapport à mm, ce qu'on fait. Et c'est là qu'il faut se poser les questions. Là, sérieusement, quand on arrive à ça, là, il faut se dire attention, alerte rouge, hein. Donc, mm, il faut se protéger de ça. Voilà. mm. Ouais, c'est bien que tu le rappelles. Et donc, toi, à quel moment est-ce que tu as eu le besoin, l'envie de changer? Est-ce que c'était déjà un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce que tu avais un projet? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as choisi de quitter ce monde d'éducatrice spécialisée? Voilà. Alors, je l'ai quitté il n'y a pas longtemps. Mhm. Par contre, j'ai anticipé. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un an et demi maintenant, j'ai fait un bilan de compétences parce que j'avais plusieurs cordes à mon arc. Ben, j'avais donc l'éducation spécialisée, j'avais toujours l'accompagnement, la relation d'aide qui était toujours là. Ça, il n'y avait aucun problème là-dessus. Il y avait aussi bah, l'artistique. Alors maintenant, je suis poétesse aussi, donc je fais de la poésie depuis 10 ans. J'ai fait mon premier recueil. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Je fais de la poésie intuitive. Donc j'avais beaucoup, beaucoup enfin, voilà, de choses qui m'animaient. J'avais la sensation qu'il fallait que je regroupe tout ça. Mais alors là, j'étais complètement perdue. Donc j'ai été voir Sophie et j'ai fait donc pour faire un bilan de compétences. Et donc, et puis là, bah ouais, j'ai repensé l'accompagnement. Donc, j'étais vraiment dans mon chemin. Enfin, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, mais il fallait simplement que je transforme les choses et que je redonne du sens et que je regroupe toutes mes compétences que j'avais accumulées pendant toutes ces années. Donc, et puis, je suis arrivée bah, sur cette formation. Enfin, j'aurais pu ne pas faire de formation, mais j'ai préféré quand même, je suis assez perfectionniste et j'aime bien faire les choses correctement, surtout dans l'accompagnement. Donc, j'ai repris une formation de, de coaching, donc qui m'a parlé, vraiment, avec des valeurs moi, qui me correspondaient. Donc, j'ai repris une formation pendant 6 mois. Voilà. Et ça a été très, très riche par rapport à ça. Alors, j'ai quand même quitté l'éducation spécialisée parce que mon corps m'a arrêté. C'est-à-dire, j'avais déjà anticipé des choses. Et il y a eu des réunions assez compliquées, on va dire, au niveau institutionnel. Voilà. Donc, pour moi, il y a une ligne rouge à un moment donné qui a été dépassée. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je parte
très sérieusement. Donc, je l'avais en tête, mais partir, c'est facile à dire, Mm. même si j'en avais conscience. J'ai pas pu le faire tout de suite parce que j'étais à domicile, j'étais avec des familles qui étaient en grande difficulté. Et là, sans se prendre pour le sauveur, comme je dis toujours, c'est quand même très difficile. Donc là, comme j'ai tenu 6 mois de plus, c'est le corps qui a parlé. Et le corps, il m'a arrêté. Voilà, tout simplement. Et le médecin du travail m'a dit c'est terminé. Voilà. Donc là, j'ai pas eu le choix. Et ce qui était une bonne chose en même temps, parce que voilà, c'était déjà le signe qu'il fallait vraiment que je passe à autre chose. Donc j'ai refait cette formation de coaching et puis voilà, maintenant je suis repartie, quoi. Je suis repartie, c'est pour autre chose. Et par rapport à cette formation, quels sont les outils que tu as pu apprendre ou quel était le contenu de ta formation? C'est quoi une formation de coaching? Alors, moi, c'est du coaching. Alors, c'était un peu ouvert. Ce que voulait la formatrice, c'est que il y avait des outils, bien sûr. On a appris, on est revenu sur l'écoute bienveillante, enfin, voilà, sur les fondements de base de l'accompagnement que moi je connaissais déjà en partie. Enfin voilà, on a beaucoup travaillé sur nous. Et puis on a plusieurs outils de développement personnel. Enfin voilà, moi que j'avais déjà étudié avant, hein, l'analyse de la pratique. J'ai fait l'énagramme aussi à côté. Enfin voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'outils comme ça. Et puis après, elle nous disait, elle me dit, vous allez faire le coaching qui vous ressemble. Faites ce qui vous ressemble. Ne faites pas quelque chose forcément de formaté. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Et puis, pendant la formation, donc j'ai fait tout un travail aussi sur moi, parce que même si j'avais déjà beaucoup bossé, il y avait encore des choses à découvrir et j'ai découvert beaucoup de choses. Et ça a été très, très bien parce que ça permet après de mieux accompagner les gens et de mieux comprendre certaines choses et de les conscientiser et d'accompagner vraiment encore mieux dans ce cadre-là. Et donc voilà, donc il y a pas mal d'outils. Donc moi maintenant, j'ai regroupé mes compétences, ma poésie intuitive maintenant, ce que j'aurais jamais pensé avant, fait partie de mes accompagnements, s'il y a lieu d'être. Après, j'offre aussi des ateliers créatifs, donc qui continuent, mais dans une autre version, une autre façon de faire, avec toujours éventuellement du chant, des ateliers d'écriture ou d'ateliers créatifs. Et puis également, toute la partie qui, moi, était intime au départ pour moi, tout ce qui était visualisation, méditation, aussi que je fais depuis une dizaine d'années, et qui vient s'intégrer. Donc, en fin de compte, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait est venu s'intégrer et j'ai pu créer mon projet comme ça. Donc, au départ, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, oula, on part de nous. Donc, le grand changement, c'est qu'avant, dans le social, on s'adapte toujours à l'autre, on fait toujours en fonction des autres. Et là, maintenant, moi, il faut que je me sente légitime par rapport à ça et que je me dise, je fais quelque chose et les gens qui seront réceptifs à ça viendront. Voilà, donc il y a un gros, gros travail par rapport à ce cheminement-là. C'est certainement ce qui explique la différence entre coach et coach intuitive. Oui, Tu voilà, ouais, parce qu'il y a, alors, ces éléments. le terme précis, c'est coach de vie intuitive. Alors moi, j'ai rajouté l'intuitive. C'est un travail parce que ça a fallu que je me dise, ouais, il faut y aller. Donc, il ne fallait pas que je cache cette partie-là. Il fallait que je sois à 100% moi-même. Et donc, j'ai rajouté toute cette partie un peu spirituelle. Enfin, voilà, je le nomme comme ça aujourd'hui. Mais voilà, qui vient, alors qui reste, qui va pas forcément. La spiritualité, pour moi, elle est dans une façon d'être, elle est dans la façon de voir les choses. Bon, après, moi, je fais de la poésie, voilà, où je me rejoins au vivant, à la beauté, où je rejoins un petit peu tout ça. Donc, mes accompagnements ont aussi cette empreinte-là. Voilà. Donc, après, après, c'est à moi de m'adapter à la personne que j'accueille et en fonction de sa problématique, de ses demandes. Bien sûr que je vais me servir des outils qui vont lui correspondre à elle. Et voilà. Et ça fait partie en même temps de ce que je propose. Et c'est pour ça que j'appelle ça conscience et éveil. Et où il y a quand même toute cette partie de l'être aussi qui est là et qui nous permet de revenir à nous-mêmes, comme moi j'ai fait dans mon parcours. Donc, ce n'est que le fruit de mes expériences et de ce que j'ai vécu. Voilà. Donc tu disais que tu utilisais la poésie intuitive, tu Oui. utilises différents outils, le chant, les ateliers. Quelles sont les personnes qui viennent te voir? Est-ce que c'est des femmes, des hommes, des enfants? Et quelles sont les raisons pour lesquelles ils viennent te voir? Alors, j'ai essentiellement des femmes. Mhm. Voilà, pour l'instant, j'ai pas vu de monsieur. La porte est ouverte, mais j'ai pas encore vu de monsieur. Voilà. Là, je m'adresse maintenant à des adultes dans ce cadre-là, dans le cadre des accompagnements individuels personnalisés. Donc, les problématiques, elles sont souvent, alors même si on parle d'une problématique qui date de très longtemps, très souvent, qui remonte à l'enfance, enfin, voilà, qui rejoint, mais on arrive souvent à la problématique de l'estime de soi. On arrive souvent euh,
à définir quelque chose ouais, de souffrant et qui fait qu'en ce moment, les gens se posent beaucoup de questions aussi. Et on essaye. Alors moi, le but, si je dois si je dois le, le résumer, c'est trouver, dire à la personne, mais on va essayer de trouver qui vous êtes pour savoir où vous allez, tout simplement. Donc Mhm. la personne vient ici pour s'offrir sa liberté d'être et ensuite de pouvoir partager sa lumière. Alors quand je parle de lumière, c'est partager ses potentiels, c'est qu'elle puisse vivre ce qui l'anime dans son cœur, dans son âme, et qu'elle puisse voilà être bien elle-même déjà et trouver où elle va et d'avoir cette assise-là, une reconnexion, un alignement qui fait qu'ensuite elle pourra proposer ou contribuer au monde de la façon qu'elle voudra. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ça se résume avec la phrase connais-toi toi-même? Voilà, exactement. Et le ciel t'aidera. Super. Donc, amener les personnes à se connaître elles-mêmes, à aller vers l'être qu'elles sont C'est pour ça. mieux pouvoir irradier leur lumière ou Voilà, trouver leur mission, en tout cas, voilà, dans laquelle ils peuvent exprimer leur voix, c'est leur ça. lumière. Et puis surtout qu'ils partent de. Enfin, moi, je sais qu'il bon, il y a une problématique qui est là, bien sûr, je ne la minimise pas, mais je ne veux pas me focaliser sur la problématique. On va beaucoup travailler sur les blocages, sur les croyances limitantes aussi. On va voilà, essayer de débroussailler tout ça, d'apprendre à s'écouter aussi. Il y a toute cette partie-là qui est très importante. Et puis après, surtout travailler sur les potentiels des gens. Mhm. Et très souvent, ils ont une force de vie exceptionnelle et ils ne le savent pas. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça conscience et éveil, parce que le fait de conscientiser simplement les choses déjà et de Mhm. pouvoir s'autoriser à être, c'est déjà 80% du travail. Voilà. Mhm. Waouh. Conscience et éveil, on mettra d'ailleurs tous les liens en description de cette vidéo pour les personnes qui souhaitent te contacter, qui souhaitent Merci. participer à tes accompagnements, à tes coachings, ateliers, ou ne serait-ce que voilà, parler peut-être même de ton parcours d'éducatrice spécialisée et que ça puisse les inspirer. Ouais, On mettra tous les liens, le site, le numéro de téléphone, l'email. c'est gentil. Et pour continuer, avec plaisir, pour continuer, donc comment est-ce que s'est passée cette transition pour toi? Est-ce que t'as ressenti des peurs, des résistances intérieures? Oh, Et mais que oui. comment est-ce que tu as dépassé tout ça? Oh, que oui. Et je m'en cache pas. Et il y en a encore quelques-unes, hein, mais bon, voilà. Non, ça va beaucoup mieux. Mais oui, oui, euh, pendant la transition, on va dire, enfin, la reconversion, ouais, on dort pas toutes les nuits, hein, voilà, c'est pas tout rose tous les jours. Il y a une remise en question qui est quand même importante. Moi, j'ai repris une formation à un âge, voilà, on me disait non mais n'importe quoi. Enfin, il y a l'entourage, voilà, il y a toute la pression, voilà, auquel il faut toujours revenir à soi, se dire ok, je le sens comme ça, il faut que je le fasse, il faut et vivre jour par jour, pas après pas. Voilà, surtout pas se projeter parce qu'autrement on panique et on n'avance pas. Et puis j'ai découvert encore des choses sur moi. Voilà, j'ai découvert. Alors je savais que j'avais une sensibilité étant poétesse et voilà, je savais que j'avais une sensibilité artistique. Mais ce que j'ai découvert, c'est mon hypersensibilité. Et pour moi, avant l'hypersensibilité, c'était quelque chose de très négatif. C'était voilà, j'en parlais pas parce que j'avais l'impression que fallait pas le dire parce que c'était pas bien, voilà, tout simplement. Et puis grâce à cette formation-là et à cette reconnexion à moi-même, j'ai compris que mon hypersensibilité, c'est ma façon d'être et si je l'avais pas, eh ben, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'aurais jamais écrit mes poèmes, je pourrais pas chanter non plus devant un public comme je chante aujourd'hui. Je pourrais pas, voilà, je serais pas moi-même, tout simplement. Et donc j'ai accepté. Alors ça, c'était quelque chose, une grande découverte pour moi, donc qui peut paraître anodine, mais qui est quand même très importante parce que ça m'a permis de me reconnecter à moi et d'associer tout ça à mes potentiels et puis de les accueillir et puis de les légitimiser, parce que ça, c'est le grand mot, voilà, et de pouvoir maintenant les offrir et avec beaucoup plus d'assurance et puis de bienveillance et puis et surtout avec beaucoup de joie et une joie intérieure qui est importante. Voilà. Tu parles d'hypersensibilité. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est des émotions, une facilité peut-être à pleurer, à s'émouvoir? Concrètement, pour des personnes qui pourraient se reconnaître. Alors, moi, alors très concrètement, moi, je sais que je suis quelqu'un de très sensible. Si je vois, quand j'entends une chanson, voilà, qui m'émeut, quand je vais à un spectacle, je me mets à pleurer. Enfin voilà, je sors dans un état second. Enfin voilà, ça fait partie. Alors, c'est pas forcément des choses complètement névrotiques. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une sensibilité, mais une sensibilité en fin de compte, moi, qui me nourrit.
qui fait que je vais pouvoir écrire derrière, que je vais pouvoir, ça me donne une force de vie. Et c'est ça qui paraît contradictoire, c'est que l'entourage va nous dire, mais tu vas pas bien, ma pauvre, va falloir faire quelque chose, tu es trop sensible. Et en fin de compte, j'ai compris que non, c'est pas parce qu'on pleure, et on peut pleurer devant la beauté des choses. Moi, j'adore le lac Léman, voilà, c'est presque mon poumon aujourd'hui, c'est mon inspiration à certains moments par rapport à l'écriture. Et quand je le vois, je pleure devant lui. Ouais, ça m'arrive. Mais maintenant, je sais que c'est des pleurs qui sont bénéfiques, qui sont constructifs et qui vont vraiment vers le vivant, qui vont vers quelque chose que je vais pouvoir transformer d'une façon ou d'une autre et s'autoriser à être ça aussi. Et sortir des carcans, on va dire, un petit peu de ces représentations sociales qui sont souvent qu'on prend nous-mêmes, hein, qui ne sont pas forcément liées à ce que l'autre nous renvoie, c'est parce que nous, on l'accepte aussi de les entendre et de les prendre et se détacher de ça, voilà, et que l'autre ne le fait pas forcément, c'est pas l'autre qui est toujours coupable, c'est souvent nous. Ce que je dis souvent en accompagnement, c'est que souvent, même si c'est compliqué à accepter, c'est souvent nous qui mettons nos propres blocages par rapport à ça et d'avoir une vision différente, voilà, de nous-mêmes, de cette sensibilité-là et de pouvoir la transformer. Et c'est magique, sincèrement, c'est magique. Et si on vient dans le métier d'éducatrice spécialisée, en quoi est-ce que ça t'a aidé dans ce nouveau métier aujourd'hui? Alors, ça a été, je regrette vraiment pas ce parcours-là parce qu'il a été très formateur. Ça reste un très, très beau métier, même si moi j'en suis sortie. Euh, Ça m'a permis d'avoir des fondements aussi professionnels, très structurés par rapport à l'accompagnement, par rapport à certains outils hein, de développement personnel ou autres. Ça m'a permis d'apprendre de ne pas faire les choses trop vite, d'attendre des fois que l'autre puis prenne le temps de faire les choses, voilà, de respecter la liberté de l'autre et que tout ce que l'autre met en place, c'est quand il veut et quand il peut. Et c'est pas quand moi je veux et quand je décide. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle cette forme de bienveillance hein, que rappelle Carl Rogers, entre autres, et voilà, qui fait partie, moi, des écrivains qui m'ont beaucoup inspiré très, très jeune. Et d'avoir cette humilité-là, d'avoir une écoute bienveillante et vraiment d'être au contact de l'autre, mais à travers ce qu'il est lui-même. Et les enfants qui ont été déficients, et je pense que même les enfants polyhandicapés m'ont énormément appris là-dessus. Et je leur dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle. Mais voilà, voilà ces enfants-là, ouais, ils m'ont appris énormément sur le sens de la vie, sur leur façon d'être, parce que souvent ils sont sur le moment présent. Et j'ai appris aussi ça avec eux. Donc j'ai été éducatrice, oui, bien sûr, je les ai aidés, je les ai accompagnés dans beaucoup de choses, dans leur évolution, dans leur parcours scolaire ou professionnel, même dans le cadre du handicap, mais en échange. Ce ne sont que des échanges. Et ils m'ont énormément appris sur la vie en tant que telle. Voilà. Et je leur dois beaucoup. Magnifique. Comment est-ce que tu te vois dans tes prochaines années? Comment est-ce que tu te vois évoluer? Ah, mais là, c'est magique. Là. Enfin, là, moi, je repars comme si. Bon, j'ai plus 20 ans, mais j'ai l'énergie. Donc là, Ça va oui, je me vois. Voilà. Alors là, j'ai plein de projets. Voilà, c'est parti. Donc là, les accompagnements démarrent tout doucement. Donc là, je vais avoir deux pôles où je vais pouvoir les faire. Donc sur le Lio et puis également sur Abondance. Là, à partir de décembre, je vais avoir deux pôles, deux lieux d'accompagnement. Je vais aussi partir sur des ateliers créatifs que je vais développer. Voilà, je sais qu'ils vont se développer encore. Donc je laisse venir. Je fais les choses en fonction de mes ressentis, de mes intuitions aussi. Donc ça reste des ateliers structurés, mais en fonction du groupe, en fonction de. Pour l'instant, je m'adresse aux adultes. J'ai fait beaucoup avec les enfants. Je me laisse un petit temps pour l'instant pour souffler au niveau des enfants, parce que ça prend beaucoup d'énergie et c'est génial, mais bon, j'y reviendrai peut-être avec peut-être d'autres idées à un certain moment. Et puis, j'ai tout le côté versant poétesse aussi qui est là. Donc là, je suis en train de. J'ai édité mon premier recueil, je suis en train le deuxième est en cours de préparation. Et puis, tout le parti aussi également chant, voilà, pouvoir faire peut-être des ateliers avec des personnes et puis monter sur scène aussi tout le temps. Moi, mais aussi peut-être avec d'autres personnes, avec d'autres partenariats qui feraient que, voilà, on peut passer aussi des messages, on peut passer ce qu'on a envie de dire, ce qu'on est, à travers toutes ces médiations. En fin de compte, ce ne sont que des médiations. Il faut prendre celle qui nous correspond. Et avec ça, après, on crée en fonction de ce qu'on ressent
avec soi. Et puis après, ben, on ouvre. Moi, je commence à. Alors, moi, j'ai passé là pendant 6 mois dans mon cocon pour pouvoir me construire et pouvoir faire tout ça. Et maintenant, ben, j'ouvre, voilà, je sors et je m'ouvre avec des partenaires exceptionnels, avec des gens qu'on découvre, avec voilà, d'autres écrivains, écrivaines, d'autres chanteurs, d'autres coachs, enfin, d'autres personnes qui font du coaching à leur image. Et voilà, il y a surtout pas de concurrence. Il y a surtout comment chacun vit avec ce qu'il est et apporte sa lumière à l'autre, quoi. Voilà, c'est un partage, tout simplement. Exactement. Donc Voilà. beaucoup de collaborations pour toi à venir. Voilà. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas changer de voie, qui, qui se sent, qui a un mal-être aujourd'hui dans son travail, qui ne trouve plus de sens? Quel conseil est-ce que tu lui donnerais? Il faut vraiment s'écouter et ne pas avoir peur et oser, vraiment. O-S-E-R, oser, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Alors, surtout pas se projeter, parce que si on se projette, voilà, on a les peurs, on a le côté financier. Moi, je prends mon cas personnel, ça, je ne me cache pas, je vis toute seule avec mes 2 grands ados. Donc, quand je me suis dit, OK, il n'y a plus de boulot et là, on repart sur autre chose, et surtout que j'ai 55 ans, donc je me suis dit, waouh, ça va être un peu compliqué. Et ben non, à un moment donné, on s'écoute, il y a quelque chose à l'intérieur de nous quand on vraiment se reconnecte à nous-mêmes qui fait que il y a quelque chose qui va vraiment nous parler, qui va nous booster, qui va nous pousser au-delà des fois de. Et il faut arriver à juste à mettre ses peurs de côté et à se dire, ben, on est tellement plus vivant derrière, ça nous apporte tellement de choses. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment persuadée qu'après, je crois beaucoup aux synchronicités et je crois qu'après, tout vient à nous si on accepte que ça vienne à nous, tout simplement. Donc voilà. Alors en ayant, bien sûr, en faisant attention, hein, on a besoin d'argent, on a besoin de, voilà, d'avoir une structure, de ne pas faire n'importe quoi. Mais si c'est le bon moment et qu'on le sent, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le corps est la boussole? Oh que oui, oui. Le corps est la boussole, exactement. Ouais. Le corps, enfin, la perte de sens aussi, on le sait très bien. Enfin, je veux dire, je pars toujours du principe, comme je dis toujours aux gens que j'accompagne, tout est à l'intérieur de vous, tout est déjà là. Tout est donc à un moment donné, bah, faut se mettre face au miroir et se dire bah, qu'est-ce que je suis, pourquoi j'ai peur, voilà, pourquoi j'ai peur. Et si toutefois j'ose le faire, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah, des fois, bah, on croit que ça va s'écrouler, ben non, ça va pas forcément s'écrouler. Et puis croire en soi, voilà, croire à tout ce qu'on a, à tous ces potentiels. On est aussi dans une quand je vois des jeunes adultes des fois qui me parlent ou voilà qui sont pas forcément bien dans cette période-là, ben voilà, tout le système éducatif n'est pas forcément adapté. On sait très bien, depuis qu'on est petit, on nous dit très bien, bah, ça tu sais pas faire, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout, on est bien au courant. Par contre, quand quelque chose, quand on a un potentiel ou quelque chose, il y a très peu de gens, après c'est le système que comme ça, c'est notre façon d'être, sans critiquer personne, mais il y a très peu de gens, c'est normal. Ben non, c'est pas forcément que normal. C'est ce qui fait que tu es toi et c'est ce qui fait que tu vas pouvoir aller vers ce que tu es et pouvoir faire des choses qui vont vraiment rendre ta vie beaucoup plus belle et beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que ce sera simple tous les jours, hein. Il y aura des obstacles, il y aura des. Voilà, on n'est pas. Il faut rester les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, comme je dis toujours, mais voilà, enfin, prendre conscience de ce qui nous anime et que tout est possible. J'adore Mary Poppins, voilà, donc tout est possible, même l'impossible. Merci Et beaucoup. voilà. Merci Céline. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et ben, que je sois vraiment en lien avec moi-même, que je me trouve légitime encore, voilà, encore plus qu'avant, enfin, en restant bien sûr très humble et sans, voilà, là, je parle pas de l'ego, hein, je parle vraiment de ce qu'on est vraiment. Donc là, il faut bien faire la distinction entre les deux. Savoir qui on est, mais pas se prendre au sérieux. Et puis, voilà, accompagner le plus de gens que je pourrais, parce que ça, moi, de voir les yeux des enfants ou des adultes qui renaissent à eux-mêmes, et comme moi, j'ai pu faire. Et il n'y a pas de plus beau cadeau que ça. Voilà. Donc, ça, c'est magique. Je te le souhaite en tout cas. C'est très Merci. gentil, là. À Merci toi aussi. pour cette belle, pour ce bel échange. Donc, je le rappelle, Céline, d'éducatrice spécialisée à coach intuitive, Voilà. avec donc cette marque Conscience et Éveil, qu'on peut retrouver dans la description de cette vidéo. Merci infiniment. Merci à toi, Laïla. Et plein de bonnes choses à toi aussi. Merci. Merci beaucoup.